Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans un nouvel épisode solo, ça faisait longtemps, alors j'espère que vous êtes contente. En plus, je vous ai préparé une petite pépite, un épisode solo qui ne sera pas comme les autres, parce que dans cet épisode, je vais vous dire quelque chose qui risque un petit peu de vous secouer. Je vais vous expliquer et vous prouver pourquoi les plus grands leaders d'aujourd'hui n'ont jamais eu de plan B et pourquoi ça peut être même la clé pour réussir. Si aujourd'hui, vous avez un peu l'impression de pas avancer dans votre projet ou dans en tout cas cette envie de changer de vie, de vous reconvertir, si vous continuez à procrastiner, si vous n'arrivez pas à faire le grand saut, c'est peut-être qu'il y a une raison simple. Et peut-être que ça va te sauter aux yeux cette fois-ci, mais c'est peut-être parce que vous avez un plan B, tout simplement. Et ce plan B, en fait, vous le nourrissez au quotidien. Et je vais vous dire un truc, une vérité que peu de gens osent dire, mais tant que vous gardez une porte de sortie, vous n'irez jamais au bout. Parce que votre cerveau, il sait qu'il peut abandonner à tout moment. Et d'ailleurs, les plus grands leaders, les plus grands entrepreneurs, ils n'avaient pas de plan B. Je prends l'exemple d'Elon Musk, même si je n'en suis pas forcément une grande fan, ou bien d'Oprah Winfrey, de J.K. Rowling, de Jim Carrey. Aucun d'eux ne s'est dit « au pire, je ferai autre chose » ou « au pire, je reprendrai un CDI ». Et aujourd'hui, je vais vous prouver pourquoi le plan B peut réellement être notre pire ennemi. Et en plus, vous le savez, en tout cas, il y en a beaucoup qui le savent, beaucoup d'auditrices le savent déjà, vous connaissez mon histoire. Et je vais vous le répéter, je vais vous le dire dans ce podcast parce que je ne sais pas si j'avais vraiment expliqué ici dans ce podcast ma situation lorsque j'ai vraiment switché, lorsque je suis passée de CDI à entrepreneuse. Mais juste, je vous rappelle un point qui est hyper important. Donc, moi, à la base, j'étais à Paris, je dirigeais des hôtels, j'ai fait un burn-out, j'ai décidé de quitter mon job pour prendre un job dans le sud. En parallèle de ça, donc, j'avais commencé à lancer mon podcast et à lancer quelques épisodes, mais c'était juste un hobby. Je ne monétisais absolument pas le podcast et le projet. On déménage dans le sud, on quitte Paris, on quitte tout. Je prends ce CDI, je continue en parallèle de développer mon projet. Au bout d'un an, j'en peux plus, j'ai qu'une envie, c'est de faire all-in. Et en fait, c'est pas du tout le bon moment. Pourquoi c'est pas le bon moment ? Parce qu'en fait, mon mec, il est au chômage partiel depuis 1 an à cause du Covid, de sa boîte qui est à Paris, qui était un hôtel. On a un enfant en bas âge. C'est pas forcément le bon moment, quoi. On n'a pas forcément d'économie. J'ai pas de filet de sécurité. Voilà. Mais par contre, je sais une chose, c'est que j'ai envie de le faire et que c'est maintenant que je dois le faire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le fait de me dire, en fait, Sandra, t'as pas de plan B. Tu n'as absolument pas de plan B. C'est vrai que ça m'a vachement aidée, d'autant plus que c'est quelque chose que je raconte pas souvent, mais à ce moment-là, en tout cas 1 an plus tard, mon homme faisait des investissements. Je vais pas m'élargir là-dessus parce que c'est son histoire, m'étendre là-dessus. Et en fait, 1 an ou un an et demi plus tard, je saurais plus exactement quand, il perd tout. Mais tout. Quand je vous dis tout, c'est genre tout. Et là, je vous jure qu'à ce moment-là, c'est encore plus que pas de plan B, c'est vraiment, ok, meuf, t'as un plan A, et il y a un plan A, et le plan B, c'est le plan A. Et vraiment, je vous jure que à chaque fois que je repense à ce moment-là de notre vie, je me dis, mais je pense que, peut-être en tout cas, que si c'était pas passé ça, si j'étais vraiment pas au pied du mur, je sais pas si j'aurais mis autant d'énergie, en tout cas la même énergie que j'ai mise, en mode, ok, en fait, t'as plus le choix. Je peux pas me foirer, je peux pas me louper, en fait. Et vraiment, les filles, je vais vous révéler pas mal de choses dans ce podcast, dans cet épisode, et je pense que vraiment, vous allez comprendre le fonctionnement du cerveau, votre fonctionnement actuel, pourquoi vous avancez pas, et surtout ce truc de se dire, ok, j'ai pas de plan B, et de vraiment y croire. Et que même si peut-être, au fond, vous avez peut-être un plan B, ou voilà, vous savez que de toute façon, évidemment que si ça ne fonctionne pas, il y a d'autres opportunités, on peut reprendre un job, on peut faire plein de choses, on peut relancer un autre projet, ça c'est pas un problème, on le sait au fin fond de notre tête. Mais l'idée, c'est de focaliser sur le plan A, et que l'idée, c'est que le plan B, c'est le plan A. Donc en fait, le problème, c'est que toute notre vie, on nous a répété « Oui, mais il te faut quand même un filet de sécurité, passe un diplôme au cas où, ne quitte pas ton CDI avant d'être sûr, nanani nanana, va au bout de tes études, parce que si, parce que ça. » Alors oui, c'est vrai que tu te sens plus safe, que c'est plus safe, effectivement. C'est plus safe, mais c'est peut-être pas la bonne solution. C'est vrai que ça semble logique, un plan B.
c'est rassurant. Mais je vous jure que dans certains cas, ça peut être un poison. Ça peut même être ce plan B qui vous empêche de réaliser vos rêves et ce plan B devient votre vie. Et en fait, vous vivez votre plan B. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en fait, quand tu sais que tu peux reculer, quand tu sais que tu as un plan qui est confortable, mais alors pourquoi est-ce que tu irais mettre toute ton énergie dans ton plan A, qui te semble, certes, mais beaucoup plus idéaliste et c'est ton plan de rêve, etc., mais peut-être beaucoup plus risqué? Pourquoi tu irais mettre ton énergie là-dedans alors que tu es dans un plan B et que c'est vachement plus rassurant et que ton cerveau, en fait, la seule chose qu'il veut, c'est être en sécurité? Alors, finalement, il y a un lien qui est immense entre l'idée d'avoir un plan B et la peur de l'échec. Parce que pourquoi les gens gardent un plan B? Mais c'est parce qu'ils ont peur d'échouer. On en revient toujours au même point. Parce qu'ils veulent un filet de sécurité. Parce qu'ils se disent « et si ça marche pas? Je veux pas tout perdre. » Mais en fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est que le simple fait d'avoir un plan B, c'est un peu comme si c'était déjà un aveu d'échec. Quand tu gardes un plan B, tu envoies ce message à ton cerveau « je ne suis pas sûre que mon plan A va fonctionner, je garde une sortie de secours ». Mais ton cerveau, il adore ça. Il adore. Et devine quoi? Eh ben, il va chercher des raisons, mais le plus de raisons possible pour prendre cette porte de sortie dès que ça devient difficile. Hop! C'est pour ça, d'ailleurs, les filles, on s'en rend pas compte, hein, mais il y a pas mal de personnes qui pensent échouer. J'insiste vraiment sur ils pensent avoir échoué. Mais en fait, c'est pas qu'ils ont échoué. C'est qu'ils n'ont pas persisté. Je vous jure que pour énormément de personnes, c'est ça. Parce que dès que ça devient un peu difficile, c'est tellement plus facile d'abandonner. Alors si t'es pas drivé par un projet qui te fascine, qui te fait kiffer, qui te fait rêver, dans lequel tu as envie de mettre toute ton énergie, mais évidemment que ça sera beaucoup plus simple pour toi d'abandonner dès que tu vas rencontrer un petit peu des passages difficiles. Et croyez-moi que votre cerveau va tout faire pour justement vous remettre dans une position de sécurité. Mais enfin, abandonne. Alors que ça fait que 6 mois que tu es en train de bosser dessus, 3 mois, maintenant ça marche pas, puis ci, puis ça. Alors déjà, c'est peut-être pas que ça marche pas, c'est peut-être qu'il y a des nœuds à dénouer. C'est toujours ça, c'est des nœuds à dénouer. Moi, j'ai toujours vu un peu ce truc, ce parcours, en me disant, ok, là ça marche pas, mais c'est pas que ça marche pas, c'est qu'il y a des nœuds à dénouer. Donc ça va être de mon ressort d'aller trouver où sont ces nœuds à dénouer. Là, c'est un peu le même schéma. Il y a une citation clé de Winston Churchill qui dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » J'adore. C'est tellement ça, les filles. C'est tellement ça. L'idée de faire la transition de salariat à entrepreneuse, et puis même dans votre parcours d'entrepreneuse, c'est trop ça. Bien sûr que ça va pas être tout beau, tout rose, mais finalement, les choses qui vont pas être belles, enfin, toutes belles, toutes roses, mais vous allez comprendre que ça fait tellement partie du chemin et vous allez finir par les kiffer. Le fait d'être un peu ce solution maker qui va relever, à chaque fois, chaque problème deviendra une solution, ça va vous faire kiffer, ça, de prendre cette habitude d'aller trouver des solutions à des problèmes. C'est comme un jeu, en fait. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller un petit peu regarder ce qui se passe réellement chez les plus grands leaders, les plus grands entrepreneurs, les personnes les plus puissantes de cette planète, en fait. Et en fait, c'est exactement ça. Ces personnes-là, elles n'avaient pas de plan B. On prend l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk, lui, c'est tout ou rien, clairement. Okay. Elon Musk, il aurait pu vivre tranquillement après avoir vendu PayPal, mais il a mis en fait toute sa fortune sur Tesla et SpaceX. En 2008, Tesla et SpaceX étaient au bord de la faillite. Il aurait pu, sauver ses millions et garder une vie de luxe, mais son plan B, c'était de tout arrêter. Voilà. Sauf que le plan B, il l'a pas utilisé. Il a tout réinvesti. Plus d'argent, plus de sécurité. Quand je dis tout, c'est qu'il a fait all-in. C'était ça ou rien. Et aujourd'hui, SpaceX et Tesla sont clairement au sommet, on peut le dire. Et c'est vrai que c'est un peu cette idée de mettre all-in, en fait. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Quand on parle, il a mis tout son argent, on parle de dizaines de millions de dollars, en fait. Il a fait all-in. Il n'avait pas de plan B, il n'avait plus de plan B, du moins, plus de retour en arrière. Mais en fait, il avait une vision qui était tellement forte. Et cette vision-là, en plus d'être passionné par ce qu'il faisait, etc., le truc de se dire, en fait, ça va marcher. Et c'est même pas que ça va marcher, ça doit marcher, coûte que coûte. Et ça, c'est l'état d'esprit que vous devez avoir, les filles. Ensuite, prenons l'exemple de Jim Carrey. J'adore cette histoire, le chèque des 10 millions. Jim Carrey, il était inconnu au bataillon. Il vivait dans sa voiture, dites-vous bien. Un jour, il s'est écrit lui-même un faux chèque de 10 millions de dollars. Il l'a daté à 1995 et il s'est promis qu'il allait réussir avant cette date. Il s'est dit qu'il n'aurait pas de plan B.
juste une deadline et que cette deadline serait comme une obligation. En 1994, il décroche donc le rôle dans The Mask, ok, et un autre film, Dumb and Dumber, pour 10 millions de dollars. Et ça, il raconte cette histoire, il le raconte dans des interviews, c'est incroyable. Et en fait, il a pas lâché, le gars, il s'est dit, en fait, mec, tu t'es écrit ce chèque, tu deviendras multimillionnaire. Avant cette date, avant 1995, tu t'es fait une promesse à toi, donc c'est pas, oui, est-ce que je vais y arriver, et puis si j'y arrive pas, j'irai faire autre chose. Non, non, en fait, tu as une deadline, tu as une obligation, et tu vas y arriver. Et l'univers a suivi. L'univers a suivi parce que quand on envoie les bonnes énergies, quand on se fait des promesses à soi-même, on met forcément l'énergie, les actions en place, etc. pour y arriver. On le sait, les filles, on le sait à chaque fois. Enfin, je vais vous donner 2 autres exemples qui sont hyper intéressants. Mais vraiment, hein, votre seule limite, je ne vous le répéterai jamais assez, c'est vous-même. Et dites-vous que ces gens-là ont fait des trucs de ouf. Nous, on parle juste de passer de salarié à entrepreneuse qui arrive à vivre une vie confortable. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça désacralise un petit peu la chose quand je dis ça. Oprah Winfrey, je suis une fan. Oprah Winfrey, elle aurait pu abandonner 1000 fois. Elle aurait pu abandonner 1000 fois. À 22 ans, elle décroche un job de présentatrice télé. Elle se fait virer. Les producteurs lui disent « t'es pas faite pour la télé ». Et elle aurait pu les croire et se dire « ben ok, très bien, je vais retourner faire un job plus sécurisé, qui est plus simple, mais plus fait pour moi, quoi. Je suis pas faite pour ça ». Et non, en fait, elle s'est accrochée, elle a refusé d'écouter tous ceux qui lui disaient de prendre une autre voie. Et puis aujourd'hui, c'est devenu l'une des femmes les plus influentes du monde. Et en fait, c'est pareil, si elle avait pris ce plan B, ce truc de sécurité, elle aurait quitté la télé, et puis on la connaîtrait pas. On ne la connaîtrait pas, on ne connaîtrait pas Oprah Winfrey. Et combien de personnes dans ce monde auraient pu devenir influents, auraient pu lancer des projets de rêve, des projets passion, des trucs de fou. Je sais pas, aider des gens ou trouver des solutions à des problèmes aujourd'hui existentiels dans le monde parce qu'ils avaient une idée. Mais combien de gens ont abandonné parce que ça leur semblait trop risqué. Prenons maintenant un dernier cas, le cas de J.K. Rowling, donc celle qui a écrit les Harry Potter. Cette histoire, elle a quand même vachement tourné, mais donc elle s'est pris 12 refus avant de réussir. C'est un peu d'ailleurs comme toutes ces personnes qui rêvent de devenir propriétaires et qui vont voir 1 ou 2 banques. Mais non, allez en voir 10, allez en voir 20 s'il faut. C'est la même chose. Donc J.K. Rowling, elle était mère célibataire, sans emploi. Ok, elle vivait des aides sociales. Elle a écrit Harry Potter dans des cafés, sans savoir que quelqu'un allait l'éditer. Elle a envoyé son manuscrit à 12 maisons d'édition, toutes, sans exception, ont refusé. Alors clairement, à ce moment-là, elle aurait pu abandonner, mais combien de personnes auraient pu abandonner? Elle aurait pu se dire, ok, je vais chercher un job plus stable. Mais elle n'avait pas de plan B, ok? Elle n'avait pas d'autre choix. En tout cas, elle s'était dit qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle avait décidé, les filles, c'est ça aussi, c'est de décider de ne pas avoir d'autre choix. Elle a continué à envoyer son livre, encore et encore, jusqu'à ce qu'une petite maison d'édition lui dise oui. Et aujourd'hui, mais Harry Potter, ça fait partie des livres les plus vendus au monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, juste après la Bible. Enfin, c'est un truc de malade. Et si elle avait eu un plan B, elle n'aurait jamais assisté en temps, on n'aurait jamais connu Harry Potter, elle n'aurait jamais eu cette carrière de malade. On en revient toujours au même point. J'espère que ces 4 exemples, ils vous permettent vraiment de comprendre que ces gens-là étaient en fait avant des gens ordinaires, comme vous et moi. Et ils ont décidé de persister, ok? D'insister, de s'obliger à y croire. Je vais y arriver, coûte que coûte. Par contre, c'est pas je vais y arriver et je reste sur mon canapé et je regarde Netflix. Non, c'est je vais y arriver, je teste des stratégies, je mets mon énergie là-dedans, je mets des actions en place. Mais je vais y arriver, en fait. Et j'ai pas d'autre choix. Et j'ai pas de plan B. Alors comment on fait justement pour détruire ce plan B et se mettre en mode réussite? La première chose, c'est qu'on accepte que l'échec fait partie du process. Je vous l'ai déjà dit 150 millions de fois, mais tant que vous n'aurez pas intégré cette phrase, parce qu'en fait, il ne faut pas juste écouter cette phrase, essayez de la comprendre réellement. Essayez de la comprendre. Acceptez que l'échec fait partie du process. C'est pas juste une jolie phrase, mais essayez de la comprendre, de la décortiquer, vraiment de l'intégrer. L'échec, c'est pas un signal d'arrêt, ok? C'est un GPS qui t'indique le chemin. T'as juste une petite variante à faire, un petit truc à revisser, un petit nœud à dénouer. That's it, en fait. That's it. Deuxième point, engage-toi à 100%. Fais un pacte, bordel, avec toi-même. Je vais réussir. Peu importe les obstacles. Personne ne pourra vous faire sortir du chemin. Personne. Ok? Même ta sœur qui va te dire « Non mais ton projet est naze ».
même ton mec qui va dire « Non mais c'est bon, là, arrête un peu tes conneries ». Non, personne en fait. Si tu l'as décidé, tu vas y arriver. Et supprime tes phrases, vraiment, supprime tes phrases de « au pire, je ferai ça ». Et vraiment, moi, c'est un truc que j'ai pu faire beaucoup, ok ? Je le disais, on va dire que je n'y croyais pas quand je le disais. Je pense que c'est ça aussi la différence. Je le disais pour... c'était un peu ce truc de « au moins, je l'aurais dit aux gens ». Au moins, je l'aurais dit aux gens. Ben, ils ont vu que j'avais... C'était un peu ce truc, j'avais peur qu'ils pensent que j'ai le melon. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu peur que... Voilà, si je leur dis « non, mais évidemment que je vais réussir, etc. » J'avais peur qu'ils disent « ouais, enfin bon, tu as un peu le melon et tout ». Donc, je pense que quand je leur disais « ouais, au pire ci, au pire ça », non, c'était pas ça que je disais. Je disais pas « au pire, je ferai ça ». Je disais « enfin, on verra. Enfin bon, on verra ». Parce que je voulais pas non plus... j'aime bien travailler dans le silence. Et j'adore justement qu'on n'entende pas parler de moi, que les gens ne sachent pas forcément sur quoi je bosse, etc. Et après, venir un petit peu montrer les résultats, ou même pas avoir besoin de les montrer, en fait. Que ça se voit tout seul, en fait. Enfin bref, on referme la parenthèse. Donc ce truc de dire « au pire, je ferai ça ». Non, ça, on raye ça. Ne dites jamais ça. Parce que ça te garde dans un espèce de truc d'hésitation, en fait, dans un entre-deux. Au pire, je ferai ça. Mais non, au pire, tu vas pas faire ça, en fait. Tu vas suivre ce que tu t'es promis. 3e point, remplace la peur par une question. Donc, au lieu de te dire « putain, mais si j'échoue », ben, c'est pas ça que tu dois te dire. C'est plutôt « que dois-je faire pour que ça marche ?» Ok ? On ne se dit pas « mais et si j'échoue ?» Non. On se dit « que dois-je faire pour que ça marche ?» Ensuite, vraiment, je le redis, le 4e point, les filles, fixez-vous une fucking deadline. S'il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de projet. Et s'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de plan d'action. Et s'il n'y a pas de plan d'action, eh ben, il n'y a rien. Tu restes dans ton plan B. Ok ? Donc, fixez-vous une deadline, comme Jim Carrey. Faites-vous un chèque, j'en sais rien. Faites-vous une promesse, une lettre à vous-même. Écrivez-vous sur un morceau de papier quelque part et mettez-le dans votre porte-monnaie, dans votre sac. Mettez-vous une date limite. Engagez-vous à tout donner jusqu'à cette date. C'est hyper important, vraiment. Je mesure mes mots. Donc aujourd'hui, j'aimerais que vous vous posiez la question, c'est quoi mon plan B ? Qu'est-ce que je garde comme sortie de secours ? Et surtout, est-ce que je suis prête à brûler enfin ce plan B pour réussir ? Si cet épisode t'a parlé, si cet épisode t'a challengé, je pense que tu vas adorer ma conférence gratuite du 27 mars et je t'y invite. Comment te créer la vie dont tu rêves et que tu crois inaccessible grâce à l'entrepreneuriat. Dans cette conférence, je vais te dévoiler énormément de choses, ok ? Même si tu ne sais pas par où commencer. Tu verras, il y a le lien pour t'inscrire, c'est 100% gratuit, juste dans la description sous cet épisode ou directement dans la bio de mon compte Instagram, sandra.verger. Et encore une fois, si cet épisode t'a challengé, donc pense à t'inscrire à ma conférence gratuite, mais pense aussi à partager cet épisode à une copine à toi, un pote à toi, quelqu'un de ta famille à qui ça pourrait parler et surtout que ça pourrait aider. J'espère que ça t'a plu et n'oublie pas, pose-toi la question, quel est mon plan B ? Et qu'est-ce que je garde comme sortie de secours ? Et surtout, es-tu prête à le brûler pour réussir ?